Bienvenue dans ce nouveau tuto Python. Alors, dans les tutos précédents, nous avions parlé des types numériques, et plus précisément du type int et du type float. Nous allons maintenant nous intéresser aux chaînes de caractères, le type str en Python, c'est le nom du type qui permet de représenter les chaînes de caractères. Donc, je réouvre PyCharm, et puis je vais me remettre encore une fois dans l'interpréteur en mode interactif pour faire quelques premières démos. Et donc, pour définir une chaîne de caractères, eh bien, vous allez soit utiliser la syntaxe double guillemets, alors double guillemets ouvrante et double guillemets fermante, et vous mettez à l'intérieur le message que vous voulez stocker dans la chaîne de caractères. Il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser la syntaxe simple guillemets. Techniquement, il n'y a pas de différence entre l'une ou l'autre. Tout dépend de ce que vous voulez mettre dans votre chaîne. Si par exemple vous avez envie de stocker l'histoire, comme il y a une apostrophe avec l'histoire, le mieux ce serait dans ce cas-là d'utiliser les doubles guillemets. Si vous avez une problématique inverse, utilisez les simples guillemets. Regardez, je fais un chaîne 3, voilà, et donc là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de conflit entre la simple cote qui est ici et la double cote qui est à ce niveau-là. Donc la chaîne commence bien ici et se termine bien à ce niveau-là. Par contre, si je reprends cet exemple-là, si jamais j'essaye de le faire avec des simples cotes, je vais rencontrer une petite difficulté. Alors on peut la contourner, mais en l'état, la chaîne de caractères se termine ici. Donc du coup, il ne comprend pas la suite. Et si vous lancez ça tel quel, effectivement, on aura une erreur de syntaxe. Donc deux principales syntaxes, soit entre double guillemets, soit entre simples guillemets. Du coup, regardez, j'avais défini deux chaînes il y a quelques instants, à la rigueur, je vais les remettre à l'écran. Voilà, on avait chaîne et chaîne 2. Si vous avez le moindre doute sur le fait que c'est strictement équivalent, on peut faire un égal-égal. Et donc, il me dit bien que les deux chaînes de caractères sont bien les mêmes, il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre, ce n'est qu'un point de détail de syntaxe du langage. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on a affaire au type str. C'est clair, si vous faites un type de chaîne, vous avez bien le nom de la classe, le nom du type qui vous est proposé, donc c'est le type str. Str pour string, vous l'aurez bien entendu compris. Maintenant, il faut savoir que ces chaînes, on a des syntaxes un peu particulières. Regardez, il me le montre ici, notamment, il y a l'anti-slash qui peut présenter un intérêt. Effectivement, tout à l'heure, j'avais écrit ça. Voilà, chaîne 3 égale l'histoire entre double guillemets. Mais regardez, si je fais un print de chaîne 3, on le retrouvait de toute façon à ce niveau-là. Mais au pire, je l'affiche sur ma console. Peut-être pas avec un print, c'était une mauvaise idée. Vous voyez, alors là, non, là, clairement ici, je pensais qu'il allait me faire la même chose que là, mais c'est pas le cas. Là, il me l'a bien remis entre double guillemets, d'accord? Mais on voit qu'on peut l'avoir entre simple guillemets, et dans ce cas-là, je peux avoir un anti-slash simple cote. Allez, juste, je vais vérifier que ça marche. Regardez, je reprends ce que tout à l'heure, j'avais tapé et qui n'avait pas marché. Je ne sais plus où j'ai mis ça, je vais le retaper. À savoir, chaîne 4 est égale l'histoire de cette manière. Effectivement, la simple cote qui est là termine la cote ouvrante. Donc, on a une erreur. Eh bien, si je mets un anti-slash, alors l'anti-slash, pour l'obtenir, il faut utiliser la touche Alt-GR, celle qui est à droite de la barre d'espace. D'accord? Donc c'est Alt-GR et c'est le 8 si vous avez un clavier AZERTY. D'accord? Si vous avez un clavier QWERTY, vous vous adapterez. Dans tous les cas, ici, j'ai bien mis mon anti-slash. Ça a enlevé le sens normal de la simple cote. On l'a déspécialisé. C'est le terme consacré. Et donc, du coup, ça passe simplement pour le caractère simple cote. Et donc, la chaîne va bien jusqu'au bout. Mais regardez, encore une fois, si je refais chaîne 4, il me le remet comme tout à l'heure entre les doubles guillemets, parce qu'il cherche à limiter le nombre de caractères lorsqu'il vous présente la chaîne. Ça montre bien que qu'on l'ait écrit de cette manière-là ou qu'on l'écrive de cette manière-là, ça ne change pas grand-chose sur le contenu de la chaîne qu'on va manipuler. Alors, des séquences comme ça, en vérité, il y en aurait d'autres. Regardez, par exemple, on imagine, je veux représenter un chemin. Imaginons, on est sur Windows. D'accord? Donc, on voudrait représenter le chemin c:/new folder, anti/truc,
.txt. Et là, je fais un print de passe. Alors, les plus curieux d'entre vous auront noté qu'il y a une distinction de couleur au niveau de la définition de la chaîne à ce niveau-là. D'accord ? Il y a les choses vertes, ce sont mes caractères à proprement parler, mais il a bien mis du orange, un peu à l'instar de ce qu'on avait à ce niveau-là. Ça veut dire que l'anti-slash, en vérité, il a une signification particulière étant donné ce qui suit. Et regardez, si je fais print pass, on aurait pu imaginer qu'on avait le chemin. Eh bien non. On a autre chose, on a ces deux points, un retour à la ligne, ufolder, pourquoi pas. Après, on voit qu'on a une petite tabulation, un petit retrait, et puis après, on a ruc.txt. Pourquoi ? Tout simplement parce que anti/n, c'est une séquence particulière qui permet de représenter un retour à la ligne. N, c'est pour new line. On a l'anti/t ici, qui permettrait de représenter une tabulation. D'accord, c'est bien ce qu'on observe à ce niveau-là. Des séquences comme ça, il y en a quelques-unes. Alors toujours pareil, si je reviens sur le site cours, vous avez maintenant un petit peu l'habitude d'y aller, si vous cliquez sur la filière Python, et si vous allez sur le tuto, vous avez le chapitre qui correspond à la vidéo que vous êtes en train de consulter. C'est ici manipulation de chaîne de caractères. Si je descends un petit peu plus bas, j'ai repris les principales syntaxes. Je suis loin d'être exhaustif, je ne montre pas tout. D'accord, c'est ce que j'indique ici. Il y en aurait d'autres, mais en tout cas, celle-ci, il faut à minima les connaître par cœur, parce que vous pouvez en avoir besoin dans l'écriture de vos chaînes de caractères. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Donc, effectivement, on peut avoir le anti/a, c'est certainement le moins utile de tous, mais celui-ci permettrait de représenter un caractère, un bip sonore, c'est le bel, pourquoi pas. Sinon, vous avez anti/n, donc ça c'est très très utile, ça permet de faire des retours à la ligne. Regardez, je reprends ma déclaration de variable qui est à ce niveau-là, très bien, je reviens ici, je vais la coller au niveau de mon interpréteur Python, et je fais un print de ma variable. Comme son nom l'indique, effectivement, on a une chaîne de caractères qui s'étend sur 3 lignes. D'accord ? Donc on a bien eu les anti/n qui ont fait leur job un petit peu à l'instar de ce qu'on avait tout à l'heure au niveau de notre chemin. C'est exactement la même séquence que celle qui était ici. Si vous avez besoin de faire des retours à la ligne anti/n, la tabulation, ça peut être utile dans certains cas. Celui-ci, je vais y revenir juste après. On a l'anti/. Simple cote, ça on en a vu un cas concret tout à l'heure. J'ai décidé pour des raisons qui me regardent de mettre ma chaîne de caractères entre simple cote. Imaginons au milieu de cette chaîne, on veut mettre d'autres caractères et notamment des doubles guillemets. Donc comme là j'en ai deux, c'est vrai que pour le coup, autant mettre ma chaîne de caractères entre les simples cotes, ça va me simplifier la vie. Mais pour autant, comme ici j'ai une apostrophe, avec l'histoire, il fallait que je gère ce cas particulier. Du coup, j'ai mis anti/ simple cote. Donc là, on comprend bien qu'effectivement, dans ce genre de chaîne de caractères, ça semble être la solution la plus simpliste. Et on peut renverser le problème, excusez-moi, c'est-à-dire que je peux avoir une chaîne que je vais mettre entre double guillemets, et malgré tout, à l'intérieur, pour des raisons qui, encore une fois, me regarderaient, je ne sais pas, à vous d'imaginer des scénarios, pourquoi pas de remettre un anti/ double guillemets, et puis comme ça, on ne termine pas la chaîne à ce niveau-là. En vérité, la chaîne va bien jusqu'au bout de sa définition. Donc du coup, ici, ça passe pour un simple caractère double guillemets. Regardez, je refais un print. Et voilà la chaîne qui sera affichée sur la console. On est bien d'accord, si j'affiche juste chaîne, là il me donne la représentation Python de la donnée que j'ai ici. Donc là on voit bien la simple guillemets, excusez-moi, devant et derrière. Si je fais un print, je veux juste avoir un affichage du contenu de ma chaîne. Donc là j'ai la donnée brute, sans les simples cotes qu'on a à droite et à gauche. D'accord, ça je peux le faire parce que je suis en mode interactif. Et donc je lui demande d'évaluer ma chaîne de caractères qui est ici. Il m'affiche son résultat. Vous auriez d'autres caractères qu'on pourrait envisager. Donc effectivement, l'anti/ double cote, on vient d'en parler. Mais vous avez aussi celui-ci. Alors celui-ci, il est évident du coup. On vient de le voir. L'anti/, il a un sens particulier. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si du coup je veux représenter un chemin à la Windows ? Si à l'intérieur de ma chaîne, je voulais mettre un anti/,
bah du coup, comme il a une signification particulière, il ne va pas s'afficher en tant que tel. Donc ce que je peux faire, c'est le déspécialiser lui-même. D'accord. Et donc du coup, bah, avec cette syntaxe-là, d'accord, ces deux caractères anti-slash, bah, ils passent pour le caractère anti-slash. Regardez, si je fais un print de passe, bah, ça marche bien. Alors, sur ce point particulier, il faut savoir qu'on a deux autres formes de chaînes de caractères intéressantes et qui permettraient de répondre aussi à cette problématique-là. On a ce qu'on appelle les raw strings. Raw, c'est R-A-W, hein, donc les chaînes brutes. D'accord. Et c'est quoi une chaîne brute? C'est une chaîne qu'on va mettre soit entre double guillemets, soit entre simple guillemets. Encore une fois, vous avez le choix. Mais on va néanmoins préfixer le tout avec le caractère R. R pour raw, vous l'avez bien compris. Bon, bah, si vous faites ça, cette chaîne brute bah, n'essayera plus d'avoir de signification particulière pour le caractère anti-slash. Ce qui veut dire que si je reprends l'exemple que j'avais proposé tout à l'heure, et si je ne double pas bah, mes anti-slash, et bah, du coup, ils vont passer pour eux-mêmes. Dans une raw string, l'anti-slash n'a plus aucune signification particulière. Et regardez, ici, pas ici, voilà. Là, on voit bien qu'il y avait de la colorisation qui était faite au niveau du caractère anti-slash, parce qu'effectivement, il avait une sémantique, il avait un sens particulier. Bon, ben là, vous avez vu, ça disparaît. Et donc, du coup, si je fais un print de ma chaîne brute, bah, effectivement, du coup, on a bien le caractère anti-slash qui est considéré, j'ai bien un chemin que je vais pouvoir manipuler. Bon, ben ça, ce sont donc les chaînes brutes. Pour en revenir à ce que je vous présentais à ce niveau-là, bah effectivement, il nous reste une dernière petite syntaxe que j'ai passée. Alors elle est un petit peu particulière. Je l'avais peut-être un petit peu montré dans certains tutos précédents, mais je l'avais fait rapidement. Je vous avais dit, on expliquera ça plus tard. Ben voilà, c'est le moment. Mais donc on a ce qu'on appelle la séquence anti/u pour les caractères Unicode. D'accord, on parle de caractères Unicode. Alors pour comprendre ça, le mieux, avant d'aller plus loin, c'est de vous montrer un site. Alors il y a le site éventuellement unicode-table.com. Il est bien. Le problème c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de pubs et du coup ça me noie mes informations. Là j'ai du mal à vous montrer ce que je voudrais, étant donné qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc je vais préférer faire une autre chose. Je vais revenir sur mon site. Mais ici, c'est bien en tout cas parce que vous avez les zones géographiques dans lesquelles les plages de caractères sont utilisées. Ça, je ne l'ai pas encore reproduit chez moi, mais ce serait une petite chose intéressante. Mais regardez, si je reviens sur cours.fr et que je demande /Unicode, voilà, .wp, ben j'ai refait une page qui ressemble un petit peu à celle que vous avez sous les yeux, d'accord, et qui m'affiche l'ensemble des caractères Unicode de la table. Alors c'est une page qui se charge dynamiquement, hein. Au fur et à mesure que vous allez descendre, je charge les prochains caractères. Et donc effectivement, on constate que ma foi, il y en a un certain nombre. Hein. Vous avez ici un grand nombre de caractères. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces caractères? On a les caractères latins, mais vous trouvez aussi les caractères grecs, les caractères cyrilliques, les caractères hébreux, les caractères arabes. Vous avez tout ce qui est plutôt asiatique, donc les idéogrammes, que ce soit les chinois, les japonais, les coréens. Vous avez des sigles mathématiques. Vous avez effectivement énormément de choses qui vous sont proposées. Vous avez vu là, on arrive sur des plages de caractères plutôt asiatiques. Vous avez ici tous les caractères de la table Unicode. Il faut savoir que Python est compatible avec la table Unicode. C'est-à-dire que les caractères qui sont là, concrètement, je peux les afficher dans un programme Python. Bon, le plus dur, c'est surtout de savoir à quoi ils correspondent. Si parmi vous, il y en a qui sont spécialistes des idéogrammes, peut-être que ça vous parlera plus que moi. Mais si je considère ce caractère-là, je ne sais pas trop ce qu'il représente, c'est pas le problème, mais si je considère ce caractère, il a un code, d'accord? Le code ici, c'est le 388, ça c'est pour 00, le 3800, c'est pour lui. Et puis si je me mets ici, vous voyez, c'est le 3807. Alors ça, c'est en hexadécimal. On a aussi sa représentation décimale, c'est le 14343, pour être très précis. Donc vous avez ici au niveau de l'infobule les deux représentations, soit Unicode, pourquoi pas compatible Python, soit les représentations plutôt web, hein, les dièses, les et dièses point virgule, c'est surtout utile quand on fait du web. Ok ?
Donc, je prends le caractère 3807. Regardez, si je fais un ch égale anti/u 3807, et si je fais un print de ce caractère-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le caractère que j'avais sélectionné il y a quelques instants. Alors, cette manip-là, il n'est pas dit qu'elle marche chez tout le monde. Ça dépend de où vous êtes. Si vous avez la chance d'être sur un Linux, c'est mon cas, il n'y a pas trop de soucis. D'accord? Sous Linux, tout va bien. Pourquoi? Parce que le système est full Unicode. Donc, en général, ça se passe relativement bien. Regardez, je reprends la ligne qui est ici, je la colle à ce niveau-là, je refais mon print de ch, ça marche à l'identique, et donc qu'on soit ici dans PyCharm ou que je sois dans une console shell, dans tous les cas, j'ai bien mes caractères Unicode qui s'affichent. Regardez, j'en teste un autre, c'est l'anti/u 03C0. J'avais oublié la parenthèse fermante. Là, j'ai mon caractère pi, par exemple, donc un caractère grec. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'à ce niveau-là, tout fonctionne correctement. Par contre, si vous êtes sur Windows, et surtout si vous avez un vieux Windows, avec Windows 10, les choses vont de mieux en mieux. Mais si vous prenez une console Windows et que vous tapez certains caractères, souvent, ils ne vont pas se dessiner. Souvent, à la place, vous allez avoir un point d'interrogation avec un rectangle autour. En gros, c'est pas que Python ne marche pas. Sur le principe, Python, il marche très bien. C'est simplement que la police de caractères que vous utilisez au niveau de ce système d'exploitation, elle ne connaît pas le glyphe, le dessin, le tracé du caractère que vous êtes en train de manipuler. Donc Python le manipule correctement, il a bien son bon numéro de caractère. Par contre, lors de la présentation, il y a un souci. Par contre, quand vous êtes sur Windows, si jamais vous avez effectivement certains caractères qui ne s'affichent pas dans la console, si par contre vous le faites dans une console interactive mais intégrée à PyCharm, il faut savoir que PyCharm, même sur Windows, lui utilise une police de caractère Unicode. Donc là, vous devriez tous l'avoir, quel que soit l'OS que vous considérez. Dans les consoles, ça peut se discuter. Ok? Mais ce n'est pas une problématique liée à Python, c'est plus une problématique liée au système d'exploitation que vous allez utiliser. Et à la police surtout que vous utilisez. Bon, mais dans tous les cas, vous êtes capable de représenter n'importe quel caractère de cette table Unicode. Et donc, vous avez vraiment un très très grand nombre de possibilités. Bon, après, faut-il savoir ce que le caractère est censé représenter. Bon, dans tous les cas, les 128 premiers caractères, en vérité, ce sont les caractères ASCII. Donc ceux-là, ils sont vraiment internationaux. Donc là, vous avez les caractères ASCII, ils s'arrêtent sur la ligne que je suis en train de balayer. Voilà, et puis après, vous avez des caractères supplémentaires. Donc on a tout un ensemble de plages. Bon, regardez, vous voyez, là je suis un petit peu descendu. Là, on reconnaît la plage des caractères grecs. Là, je suis sur la plage des caractères cyrilliques. D'accord? Et ainsi de suite. Allez, tiens, je rebondis sur une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. C'était par rapport à la déclaration des variables en Python, et je vous avais dit on a droit à n'importe quelle lettre sur le nom d'une variable. Là, j'oublie 3 secondes les chaînes à proprement parler. Et donc, regardez, là, il y a un grand gag. Je vous le fais juste au cas où, si vous voulez faire une blague à vos collègues. Si là, vous dites que vous avez un agenda qui est égal à une certaine liste. Le caractère qui est là, pour l'obtenir, j'ai fait CTRL-V. Pourquoi? Parce que je venais tout juste de le sélectionner ici, d'accord? Et donc là, j'ai dit qu'un agenda, c'était pourquoi pas une liste vide ou une information quelconque. Voilà, info. C'est une info quelconque. Les listes, on n'en a pas encore trop parlé, donc je me suis révisé sur ce point-là. Dans tous les cas, si vous avez ça qui est marqué dans un coin, et si vous avez maintenant un autre développeur, un collègue à vous, qui essaye de poursuivre votre programme et de faire un print agenda, il va avoir un léger petit souci. Parce que ça, c'est un nom de variable qui est légal. D'accord? Sauf qu'il n'utilise pas un caractère latin, il utilise un caractère Unicode. Là, par contre, cette variable, je l'ai complètement tapée à partir de mon clavier AZERTY. Donc là, j'ai bien mis un A classique et traditionnel. Pour lui, ce n'est pas la même variable. Vous avez vu, il vous le dit. Il vous dit il y a un problème, c'est que la variable agenda n'existe pas. Et si vous faites un print et que là, vous reprenez ce nom de variable, moi, ça m'amuse beaucoup, ce genre de choses. Bon, là, il y a tout qui marche bien. Et donc là, vous pouvez rendre fou vos collègues, parce qu'ils vont se dire, mais c'est dingue, tantôt ça marche, tantôt quand je le tape, ça marche plus. Bon, en vérité, heureusement, nous, on a un outil, c'est PyCharm. Et PyCharm, il vous le dit, la blague.
Il vous dit, non mais attendez, vous avez vu que là on utilise des caractères non ASCII. Et il vous dit pour des variables, bah, c'est pas une si bonne idée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit d'éviter les caractères non ASCII et non latins, on va dire, pour vos chaînes de caractères. Bah, c'est parce que justement, sinon on peut arriver à des blagues de ce type-là. Et là, il vous dit, bah, en vérité, on a trouvé des caractères qui étaient des caractères cyrilliques. Ok, bon, bah, petite blague. Donc, on peut avoir des caractères cyrilliques dans vos chaînes de caractères. On peut aussi en avoir dans nos fichiers. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça, on avait dit qu'on essaierait d'éviter. Par contre, ce que vous ne pouvez pas éviter, c'est si vous êtes en train de faire une application que vous voulez voir fonctionner en Russie, bah, vous avez tout intérêt à utiliser des caractères cyrilliques parce que sinon les gens ne vont rien y comprendre. Et donc, bah, faudra-t-il un petit peu mieux comprendre cet alphabet et la langue qui va avec. Mais en tout cas, c'est possible. Du point de vue de Python, vous pouvez en tout cas afficher des chaînes de caractères qui contiendraient des données quelconques. Bon, bah, parfait pour ça. Donc voilà qui clôt en tout cas la liste des caractères que je voulais des séquences de caractères que je voulais vous présenter ici. Et donc bah, retenez-les, hein. Peut-être que la moins utile ce serait celle-là, mais pour les autres, vous verrez, vous les utiliserez forcément un jour ou l'autre. Même sans dire que vous allez faire une application qui va s'afficher dans une autre langue. L'anti/U, il peut vous être utile pour avoir des sigles mathématiques. Par exemple, c'est tout bête, mais vous voulez faire une application mathématique qui affiche certains symboles, bah, je pense à pi, tout simplement. Bon, bah, ça pourra vous être fort utile. Bon, très bien sur ça. Vous retrouvez pas mal d'infos sur ce que je viens de dire à ce niveau-là. Et donc, je rappelle, on a aussi les chaînes brutes. D'accord? Donc, les chaînes brutes commencent par des R double cote ou des R simple cote. Très bien. Voilà, et ici, vous avez quelques exemples d'utilisation de caractères Unicode. Donc, du coup, ça nous amène à 4 syntaxes pour définir notre chaîne. On est d'accord, je les reprends rapidement. On a dit qu'on pouvait avoir des chaînes entre double guillemets. On a dit qu'on pouvait avoir des chaînes entre simple guillemets. On a dit qu'on pouvait avoir des row strings avec double guillemets. Ou entre simple guillemets, le cas échéant. Ben, j'ai encore d'autres syntaxes à vous proposer. Et notamment, là, j'en ai 2 nouvelles. C'est ce qu'on appelle les chaînes multilignes. Des fois, quand vous êtes sur un système et que vous utilisez une commande, regardez, là, je vais utiliser Java, par exemple. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. Bon, ben, comme il manque des paramètres sur la commande que je suis en train de taper, ben, souvent, ce que vous avez, c'est l'usage de la commande qui vous est présenté. D'accord? Donc ici, on a l'usage de la commande. Un autre exemple, hein, regardez, je prends la commande ls. Bon, ben par défaut, elle cherche à faire un listing de votre directory. Si vous êtes plutôt sur Windows, hein, ls, c'est l'équivalent de dire. Mais là, moi, j'ai un Linux entre les mains, donc je liste le contenu de mon dossier. Bon, ben, ce que j'aurais pu faire, c'est ls -- help. Sur Windows, vous auriez fait dire / et point d'interrogation. Ça reviendrait à peu près au même. D'accord? Ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça affiche l'aide en ligne de la commande considérée, l'usage de la commande. D'accord? L'usage, souvent, c'est la première ligne. Et puis, comme on vous dit qu'on a droit à des options, après, souvent, vous avez des informations complémentaires sur chacune des options supportées. Ben, imaginez que vous voulez faire un programme Python qui fasse exactement la même chose. Ben, ce que vous pourriez commencer par faire, c'est déclarer une variable qui serait usage. À partir de là, vous l'avez compris, votre usage au niveau de la commande, il se peut qu'il soit un petit peu complexe. Et donc, ça va représenter plusieurs lignes. Alors certes, vous pourriez faire une double guillemets, commencer à écrire la première ligne, faire un retour, continuer avec une seconde ligne, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, la chaîne de caractères, elle est assez indigeste ici, à cause des différents retours à la ligne que vous auriez pu y insérer. Donc il y a une autre solution, c'est d'utiliser donc une chaîne multiligne, soit qui commence par triple double cote, soit qui commence par triple simple cote. D'accord? À partir du moment où vous avez utilisé une de ces deux syntaxes, la chaîne, elle est considérée comme étant multiligne. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre là fait partie de ma chaîne multiligne. Et donc, sur un cas un peu plus concret,
vous pourriez commencer par dire, voilà, je vais faire, imaginons en premier lieu l'usage de ma commande, donc CMD, vous dites qu'éventuellement elle accepte un certain nombre d'options, voilà, vous dites qu'il peut y avoir autant d'options que nécessaire et qu'après on prend un ou plusieurs fichiers. À partir de là, je fais retour à la ligne et puis derrière, je peux avoir la suite. Donc voici la liste des options supportées. Vous voyez, vous pouvez travailler sur autant de lignes que vous voulez. Et puis après, 2 points, et puis là, vous commencez maintenant à décrire vos lignes. Alors, notez que là, vous avez le droit aux séquences anti/t. D'accord, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vais mettre un petit décalage. Vous voyez, souvent, il y a toujours un décalage. Bon, là, mon décalage à moi sera un petit peu plus conséquent, mais en tout cas, je mets un décalage. Ici, il y avait 2 caractères, pourquoi pas, pour lister mes différentes options. Alors, cet anti/t marche parce que cette chaîne de caractères n'est pas une raw string. Par contre, vous pouvez aussi cumuler ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les chaînes multilignes. Là, j'ai une chaîne multiligne brute. Donc, le caractère anti/ n'a plus aucune signification. Donc là, attention, ça passerait pour, non pas une tabulation, mais les caractères anti/et. Ce serait très moche à l'affichage. Donc là, dans mon cas concret, je ne veux pas avoir de raw string. Et puis à partir de là, on imagine différentes options. Bon, moins A par exemple, ça fait ça. On a une autre tabulation. L'option -B, ça fait ce truc-là. Et puis on peut imaginer une autre option -C qui fait autre chose. Pourquoi pas? Bon, je manque d'inspiration, donc je ne savais pas trop quoi taper. Si vous avez un cas qui vous vient à l'esprit un peu plus concret, vous pouvez, pourquoi pas, faire un usage sur un objectif bien précis. Une fois qu'on a fait ça, après on pourrait éventuellement faire des tests, et si on détecte que l'usage est demandé, dans ce cas-là, il ne resterait plus qu'à faire l'affichage à proprement parler de la variable. Regardez, je fais un print usage, d'accord? Bon, il reconnaît ma variable, et donc normalement il va l'afficher. Regardez, je fais bouton droit run string. Bon, j'ai bien une chaîne multiligne qui a été considérée et qui a été affichée sur ma console. Donc dans ce genre de cas de figure-là, c'est franchement très très pratique. Un autre exemple où ça peut être utile, c'est si par exemple vous essayez de générer un fichier XML par exemple. Bon, dans ce cas-là, des fois, on a des tartines de tags à produire. Bon, vous pourriez les stocker dans des variables de ce type-là et après les injecter dans un fichier que vous êtes en train de construire. Pourquoi pas? Un autre exemple qui me vient à l'esprit, vous essayez de discuter avec une base de données. Vous êtes en train de préparer un ordre SQL que vous allez envoyer à la base pour sélectionner, pourquoi pas, des données. C'est clair qu'un ordre SQL, des fois, c'est 3, 4, 5 lignes de code. Franchement, un ordre SQL de 5 lignes de code, c'est un petit ordre SQL. Il y en a des fois des beaucoup plus gros que ça. Bon, du coup, le mettre dans une chaîne multiligne peut vous permettre de formater cet ordre SQL pour un peu mieux comprendre de quoi il en retourne. Et donc, n'hésitez pas, partout où vous aurez besoin d'avoir des chaînes multilignes, vous pouvez les utiliser. Donc du coup, si on considère toutes les variantes des chaînes multilignes, ça nous amène à 4 nouvelles possibilités. Donc, triple double cote ou triple simple cote, et on a les deux mêmes combinaisons avec des chaînes brutes, donc R triple double cote ou R triple simple cote. Donc ça, ce sont les chaînes multilignes, donc le langage Python les supporte parfaitement. Voilà, vous avez droit de mettre dedans des anti/, et donc pourquoi pas de me remettre un caractère avec une notation Unicode, ça marcherait tout aussi bien, vous avez le droit de le faire, n'hésitez pas. Bon, pourquoi pas. Et puis à partir de là, il faut savoir qu'on a un certain nombre d'opérateurs qui sont disponibles au niveau des chaînes de caractères. Imaginons, je veux saisir 2 valeurs entières. On avait vu dans les tutos précédents, vous pourriez demander la fonction input, et vous pourriez dire ici, veuillez
saisir un entier. Pourquoi pas? Sauf que n'oubliez pas, la fonction input, en vérité, renvoie une chaîne de caractères. Donc si on veut convertir ça en un numérique, on avait vu, il suffit de le transformer en une donnée de type int, en un entier, d'accord? Et donc du coup, on a récupéré un entier. Imaginons, je fais la même chose pour un autre entier, je le stocke dans une variable que j'appelle b. Et après, je fais mon résulte égale a plus b. Du coup, j'ai calculé la somme de mes deux entiers. Et maintenant, je peux avoir besoin de faire un affichage. Et dans cet affichage, pourquoi pas, je voudrais reprendre les valeurs de A et de B pour bien indiquer ce qu'on a ajouté, et puis bien entendu aussi pour afficher mon résultat. C'est tout bête, mais là, je peux faire un print avec 3 techniques différentes, voire même peut-être plus. Mais en tout cas, j'en ai 3 là qui me viennent immédiatement en tête. Je pourrais faire un print. Et regardez, je vous rappelle une petite chose, je vais le faire ici. Je vais revenir en mode interactif et là je vais refaire le help sur la fonction print. Regardez bien. Il vous dit quoi le help? Il vous dit qu'on peut printer en vérité plusieurs valeurs. Le point ici, sémantiquement, il veut sous-entendre que j'aurais pu mettre autant de valeurs à afficher que je le veux. Il s'avère qu'on a ce qu'on appelle un paramètre nommé. Mon paramètre nommé s'appelle sep. C'est pour séparator. Et c'est quoi ce paramètre nommé? C'est la chaîne de caractères qui va être insérée entre chacune des valeurs que vous pourriez avoir passées à ce niveau-là. D'accord? Par défaut, c'est quoi? Par défaut, c'est un espace. Donc du coup, ça veut dire que si je fais A, virgule, plus, virgule, B, virgule, un petit caractère égal, virgule, mon résultat, il va avoir 5 parties distinctes, d'accord, qu'il va afficher les unes à la suite des autres. Entre chacune de ces données, on va insérer un espace pour une meilleure lisibilité. Bon, regardez, je lance... Ah oui, c'était résultat, excusez-moi. Je lance ce programme. Et donc, voici le résultat. Oui, je sais pas, j'ai copié, excusez-moi, j'ai pas fait attention, j'ai compris pourquoi j'avais eu un retour à la ligne. Je pensais avoir juste récupéré ça, mais en vérité, j'avais copié la ligne complète. Autant pour moi. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Et donc, je vais saisir 3, je vais saisir 7. Eh bien, on a affiché que 3 plus 7, eh bien, c'est égal à 10. Cet affichage, j'aurais pu le faire différemment. J'aurais pu faire print, et là, j'aurais pu chercher à concaténer mes chaînes. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis des blancs? Parce que cette fois-ci, print ne va pas insérer des messages. En vérité, ça chercherait, attention, il y a quand même un couac, mais on va partir du principe que ça marche, ça chercherait à calculer une chaîne de caractères. Donc, on aurait d'abord évaluation de tout ce calcul-là, et à la fin, on ferait un appel à print, mais du coup, comme print n'aurait qu'un seul et unique paramètre, du coup, il n'y aurait pas d'espace qui serait injecté. Il aurait simplement affiché la chaîne qu'on aurait calculée au final. D'accord? Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'en plus de ça, ce plus-là, il ne va pas marcher. C'est ça le plus problématique pour le moment, c'est que si j'essaye de lancer ce programme-là en l'état, voilà ce qui m'arrive. D'accord? On l'avait vu, pour rappel, j'en avais déjà un peu parlé, j'aime bien des fois me répéter, histoire de bien ancrer les messages, mais effectivement, on ne peut pas concaténer des types de données qui ne sont pas compatibles entre eux. Faire un plus sur 2 entiers, ça, effectivement, c'est possible. Dans ce cas-là, on fait une addition à proprement parler. Additionner 2 chaînes de caractères, je suis capable de le faire. Dans ce cas-là, ça fait une concaténation. C'est ce que je voulais obtenir ici. Mais par contre, avoir à la fois des entiers et à la fois des chaînes de caractères, la Python ne sait pas faire. Que cela ne tienne. Je fais l'opération inverse de ce que j'avais fait ici. Ici, j'avais converti ma chaîne de caractères en un numérique. Je peux faire l'opération inverse. Je peux prendre une valeur numérique et la convertir en une chaîne de caractères. Regardez, je refais pareil ici. Et puis je refais pareil ici. Bon, c'est tout bête. Mais là, comme tous mes numériques ont été retransformés en chaînes de caractères, je suis bien capable de les concaténer avec d'autres chaînes de caractères.
Et donc, si je relance ce programme, je retape encore une fois 3 et 7, vous voyez, le résultat est le même. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quelle est la syntaxe la plus jolie? Celle-ci ou celle-ci? Bon, ça c'est à vous de juger. Moi, personnellement, j'ai quand même une préférence pour celle-ci. Mais là, c'est vrai que ça nous fait faire beaucoup de texte pour pas forcément grand-chose. Mais dans tous les cas, c'est possible. Je peux concaténer des chaînes de caractères. En tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer. Je peux ajouter une chaîne à une autre et ça me fait une concaténation. Attention à ne pas vous faire piéger. Quand on débute en Python, des fois on ne connaît pas tout et on aurait pu écrire le programme d'une manière un petit peu différente. J'aurais pu ne pas me rendre compte que input me renvoyait une chaîne de caractères. Alors moi j'avais déjà insisté dans les tutos précédents, mais peut-être que vous ne l'auriez pas vu si vous n'aviez pas vu les tutos. Et donc du coup, j'aurais pu imaginer que ça marche de suite. Je peux laisser l'affichage du haut, ça c'est pas un problème. Mais j'aurais pu imaginer que ça puisse fonctionner de suite, étant donné que j'avais une chaîne de caractères. Mais du coup, le résultat affiché, c'était pas le même. Regardez, je relance mon programme, je retape 3, je retape 7. Effectivement, 3 plus 7, étant donné que ce sont des strings, d'accord, ça concatène, et donc ça affiche 37 et non pas 10. Par contre, j'avais aucun souci sur les concaténations parce que A était déjà un str. Je m'étais fait avoir, mais pas au même niveau. Je ne m'étais pas fait avoir sur le plus, je m'étais fait avoir sur le type de la donnée d'origine. D'accord ? Donc la bonne manière d'écrire un programme de ce type-là, pourquoi pas, c'est une manière proche de ce que je vous propose ici. Très bien. Donc on a l'opérateur plus. Je vais revenir sur ce programme-là dans quelques instants parce que je vais tester une troisième façon de faire. J'y arrive dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre opérateur qui marche sur les chaînes de caractères? On pourrait avoir la multiplication. Qu'est-ce que fait une multiplication sur une chaîne de caractères? Voilà une question qui est bien bonne. Je prends Toto, ou AZERTY, ce sera peut-être plus facile pour voir exactement ce qui s'est passé, fois quelque chose. En vérité, ça répète ma chaîne un certain nombre de fois. Donc là, j'ai répété ma chaîne 5 fois. Je ne sais pas, vous voulez tirer un trait sur la console de séparation entre un affichage supérieur et un affichage inférieur. Pourquoi pas? Vous pouvez faire un print. Vous dites, vous voulez ce caractère-là, et si vous n'avez pas envie de le compter 80 fois, vous faites fois 80. Dans ce cas-là, je vais répéter mon caractère moins 80 fois et je vais avoir ma ligne de séparation. Ça peut être pas mal. Regardez ça, par exemple, ça peut me servir où? Ça peut me servir à faire des affichages comme dans certains moteurs de base de données. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des moteurs de base de données, mais on a notamment MySQL. Quand vous êtes sur la console cliente, si vous faites un select étoile sur une base, ça affiche les données, et sur une table plus précisément, ça affiche les données de la table. Ça, c'est quand on cherche à accéder à des données en base. Vous voyez, vous pouvez obtenir ce genre d'affichage. Je ne sais pas lequel est le plus joli. Allez, on va prendre cet affichage-là. Regardez, si j'ouvre ça en plein écran, vous voyez, là, j'ai une chaîne qui est propre. Si vous avez déterminé que la taille de votre colonne, c'était un certain nombre de caractères, vous pouvez produire ici cette séparation en répétant simplement le nombre de fois que vous avez calculé. Donc ça peut vraiment être très très pratique dans certaines situations. Pourquoi pas? Et vous avez aussi le pourcentage. Le pourcentage, je vous l'indique juste là maintenant, mais je vais y revenir dans un prochain tuto. D'accord? En vérité, là, les deux dernières petites choses que je vais les deux choses que je vais vous montrer maintenant, j'aurai encore d'autres choses après, mais les deux choses que je vais vous montrer maintenant, je vais que les survoler, et c'est les deux tutos qui vont suivre, qui vont revenir sur ces syntaxes-là, et les préciser en plus de détails, on va dire. Mais donc, regardez, ici, je vais prendre une chaîne de caractères, et là, je vais dire que je veux un entier exprimé en base décimale. C'est ce que dit mon %d. Je veux un autre entier en base décimale. Vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un format. D'accord? Ce format, si je mets %, après, je vais pouvoir injecter dans la chaîne de gauche les valeurs stockées à droite. Si là, je dis que je veux 1 et 3, un tiers,
bah, ça me calcule la chaîne de caractères 1 tiers. C'est-à-dire que, en gros, cet opérateur %, il me permet d'évaluer la chaîne qui est là et de lui injecter dedans des valeurs que je vais en plus de ça pouvoir formater. Là, je ne voulais pas forcément montrer les possibilités de formatage, mais ici, je pourrais sans aucun problème mettre un 3. Ça veut dire que mes entiers doivent être affichés sur 3 caractères. C'est en ça qu'on parle de chaîne formatée, parce que je suis capable de contrôler le format de mes données. D'accord ? On va revenir sur ça dans un futur tuto. Mais en tout cas, ce %, c'est bien un opérateur que j'ai droit d'utiliser sur des chaînes de caractères, au même niveau que le plus, par exemple, ou que le multiplier qu'on venait de voir il y a quelques secondes. Alors ça, on le voit de moins en moins dans les programmes Python. Même si la possibilité existe, depuis quelque temps, on a aussi ce qu'on appelle les chaînes formatées. Des chaînes formatées, c'est des chaînes dans lesquelles vous mettez grosso modo la structure de votre chaîne, et dedans, vous allez pouvoir injecter le contenu de certaines variables. Là, je suis en train de définir 2 points d'injection. D'accord ? Et dedans, j'y mets quoi ? J'y mets directement les valeurs que je voudrais injecter. Imaginons qu'on ait des variables A et B. Là, ça ne va pas marcher, d'accord ? Parce que mes variables A et B n'existaient pas. Mais regardez, je refais A égale 1, B égale 3. Si je refais ma chaîne formatée, ça injecte le contenu de A et de B directement dans ma chaîne. D'accord ? C'était ça ma troisième idée. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais y revenir. C'est avec notamment ces possibilités-là. Plutôt que d'utiliser un plus, j'aurais pu utiliser un %, pourquoi pas, ou j'aurais pu utiliser un format. Donc ça me donne, oui, d'ailleurs même 4 solutions différentes. Alors je vous avais dit que je vous en proposerais 3. C'était pas tout à fait vrai. Regardez, là j'aurais pu faire %d plus %d égale %d. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ici ? J'injecte les données A, B, résulte. Pourquoi pas ? Et là, je viens de vous parler des chaînes formatées, ce qui nous donnerait encore une autre solution. Je peux faire une chaîne formatée. Mon format, c'est A plus B égale, et là, mon résultat que j'ai évalué, la ligne un petit peu plus haute. À la ligne un petit peu plus haute qui est ici. Donc du coup, en gros, ces 4 choses-là, normalement, font exactement le même affichage. D'accord ? Bon, celle-ci, à l'origine, je ne l'avais pas forcément en tête, parce que ces syntaxes-là sont un peu aujourd'hui devenues un peu obsolètes au profit des nouvelles syntaxes. Mais c'est vrai que ça marche à peu près pareil malgré tout, et donc vous pouvez quand même les croiser. Et donc regardez, 3 plus 7, ça affiche bien 4 fois la même chaîne de caractères à ce niveau-là. Bon, tout à l'heure, je vous disais, je ne savais pas trop laquelle vous préfériez de la première ou de la dernière variante, mais là, vous voyez, ça c'est compliqué. Maintenant, on en a carrément 4. Et donc, à vous d'apprécier la syntaxe qui vous convient le mieux. Allez, pour info, moi perso, je suis quand même maintenant assez fan de ce genre de syntaxe-là, où j'injecte dans ma chaîne de caractères les valeurs. On parle aussi des fois d'interpolation. J'interpole dans ma chaîne des valeurs que j'ai calculées précédemment. Et que ce soit avec ces chaînes formatées ou que ce soit avec cet opérateur % ici, dans les deux cas, on verra qu'on peut contrôler le format de la donnée. Comme je vous ai dit, on voit ça dans les 2 prochains chapitres. Bon, très bien pour ces chaînes formatées. Et puis, histoire de vous montrer encore quelques autres petites choses, je voulais aussi vous parler des opérateurs, par exemple, de comparaison. Effectivement, je peux regarder si une chaîne est inférieure, supérieure, pourquoi pas, voire même égale à une autre chaîne. D'accord ? Pour ce faire, j'ai mes 6 opérateurs de comparaison. C'est les mêmes que ceux qu'on avait vus pour les valeurs numériques. Il n'y a rien qui change. On a bien égal, égal, différence, supérieur, inférieur, et idem pour les infériorités ou supériorités strictes. On retrouve exactement les mêmes choses. D'accord ? Donc du coup, si je reviens sur mon interpréteur ici, est-ce que Toto est égal à Titi ? Non, on se doute. Est-ce que Toto est égal à Toto ?
Cette fois-ci, oui. Vous noterez que j'ai fait exprès de mettre des doubles guillemets ou des simples guillemets. C'est pour vous montrer qu'il n'y avait pas de distinction entre ces deux formalismes-là. C'est qu'un point de vue de syntaxe. Par contre, est-ce que AZERTY est inférieur à QWERTY? Là, on est en train de faire une comparaison dans l'ordre lexicographique. Grosso modo, dans l'ordre du dictionnaire, si vous voulez. Quand vous ouvrez un dictionnaire, les mots qui commencent par A sont avant les mots qui commencent par Q. D'accord? Bon, effectivement, du coup, il vous dit bien que AZERTY, dans l'ordre du dictionnaire, si vous voulez, ça passe avant QWERTY. Alors attention, quand même, un petit gag. Pour comparer ça, en vérité, il ne va pas utiliser les caractères, il va utiliser les valeurs numériques associées aux caractères. Et là, regardez, je reviens sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Il y a un petit piège si vous faites ça. Le A ici, c'est le caractère 65. Ça, c'est le A majuscule. Le A minuscule, c'est le caractère 97. Du coup, il y a quand même un gag. Est-ce que AZERTY est inférieur à QWERTY? Eh bien non, parce que ça reste dans l'ordre lexicographique, mais en tenant compte de la position des caractères dans l'ordre qui est défini à ce niveau-là, si vous voulez. Donc du coup, non, il faudrait comparer des choses qui sont comparables. Donc au pire, ce que vous pourriez faire, regardez, je reprends ce code, là j'en ai plus besoin, je vais le commenter. Je vous rappelle, il faut faire CTRL/, pour commenter en un bloc. Le slash étant celui qu'on a au niveau du pavé numérique. Du coup, là, je vais faire first égale input. Et puis là, je vais dire veuillez saisir quelque chose, pourquoi pas. Parfait. Je fais pareil avec seconde. Et à partir de là, je veux simplement comparer est-ce que first est inférieur à seconde. On est d'accord que là, mon programme, bon, il va marcher quelque part, il marche très bien, il tient compte de l'ordre lexicographique défini par la table Unicode. Donc du coup, quelque part, le programme marche et il fait ce qu'il est censé faire. Par contre, ce n'est pas forcément ce que nous, on avait peut-être pensé. Donc si je tape effectivement avion et si je tape voiture, avion n'est pas avant voiture. D'accord? Donc du coup, rien ne vous empêche après de transformer les chaînes de caractères vers quelque chose de comparable. Si vous balancez tout le monde en lowercase, d'accord, là on a une méthode, on va y revenir. Mais une méthode, c'est quelque chose qui s'invoque sur une chaîne de caractères. Là, c'est la chaîne de caractères qui est retournée par input. Je cherche à la convertir en minuscule et c'est cette chaîne minuscule que je vais maintenant mémoriser. Si je relance l'exemple, si je retape ici avion et pourquoi pas voiture, cette fois-ci, avion, oui, est bien avant voiture, parce qu'en vérité, ce que j'ai considéré, c'est voiture, mais transformé en minuscule. Ok, donc attention à ce petit gag-là. La casse, c'est-à-dire la différence entre les minuscules et les majuscules, elle importe dans les comparaisons que vous êtes en train de faire. Bon, dans tous les cas, vous pouvez comparer des chaînes de caractères. Bon, parfait pour ça. Vous avez même aussi cette possibilité-là. Ça, c'est un opérateur between. Ça permet, entre guillemets, de comparer si une chaîne est comprise entre une chaîne minimale et une chaîne maximale. D'accord, c'est tout à fait possible. Ça, c'est des syntaxes que vous pouvez évaluer au niveau de votre script Python. Voilà, et puis pour clore la parenthèse sur les opérateurs, j'ai envie de parler d'un dernier opérateur, c'est l'opérateur crochet. Ici, je vais faire une chaîne CH qui est égale à Toto. Si vous faites un len de CH, il me dit que ma chaîne de caractères, il a une taille de 4. Alors ça, c'est une fonction qui est très très pratique. On a une fonction qui calcule la longueur de la chaîne de caractères. Maintenant que je sais que cette chaîne de caractères est constituée de 4 caractères, comment je fais pour récupérer le premier caractère? Peut-être que vous pensez qu'on va procéder comme ça. Effectivement, l'opérateur crochet,
C'est assez classique dans les langages de programmation. Il permet de récupérer un caractère à une position donnée. Je veux le premier caractère. Vous auriez pu penser faire un CH crochet de 1. Alors c'est pas mal comme idée. Sauf qu'on a une petite subtilité quand même. C'est que la chaîne de caractères, là, la position 1, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'on est indicé à partir de 0. Si jamais j'ai une chaîne de caractères de taille 4, les indices vont de 0 à n-1, à 3 en l'occurrence. Si n, c'est la taille de ma chaîne de caractères, d'accord, mes indices vont de 0 à n-1. Excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Donc ici, j'ai bien récupéré mon dernier O. Et si jamais vous essayez d'aller en dehors des bornes, vous aurez ce charmant petit message qui vous dit qu'on est out of range. D'accord ? Ma chaîne, elle a une longueur de 4, donc mes indices vont de 0 à 3. Si je vais au-delà, j'ai une erreur qui m'est retournée. Bon, ok, CH de 0, c'est le premier caractère, on vient de le valider. Du coup, vous pourriez me dire, oui, d'accord, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je fais CH de -1 ? C'est-à-dire que là, je pars de l'autre côté. Vous pourriez imaginer qu'on ait une erreur, ce qui est assez classique dans beaucoup de langages de programmation. On est hors borne, et donc on pourrait imaginer afficher encore une fois un string index out of range. Sauf que, là, ce n'est pas le cas. Alors là, ça c'est un peu subtil, mais si vous partez en négatif, vous accédez au caractère de la chaîne, mais à partir de la fin. Regardez, pour qu'on soit bien d'accord, je vais changer ma chaîne, parce que Toto, il y a 2 T, il y a 2 O. Donc à la place de faire ça, je vais faire AZERTY. Voilà. Donc on est d'accord. Len de CH, cette fois-ci, c'est 6. D'accord, donc CH de 0, c'est bien mon A. CH de 5, c'est bien le Y. Jusque-là, pas de souci. Mais CH de -1, c'est aussi le Y. CH de -2, c'est le T de AZERTY. CH de -3, vous avez vu, c'est rigolo, mais on parcourt la chaîne à l'envers. D'accord, donc du coup, CH de -6, c'est le A de AZERTY, c'est le premier caractère, mais par la fin, si vous voulez. Donc, je retrouve mon premier caractère, mais en ayant reculé de 6 cases. Et si je fais un CH de -7, là, effectivement, cette fois-ci, on a bien un index out of range. On est sorti des bornes de la chaîne de caractères. Du coup, regardez, je vous montre une instruction dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent. On aura des chapitres dédiés aux instructions et donc je reviendrai sur ces possibilités dans les moindres détails un petit peu par la suite. D'accord ? Mais néanmoins, je m'y amuse. Je demande à faire une saisie de chaîne de caractères. Voilà, pourquoi pas, je la mets en minuscule si j'ai envie. Pourquoi pas ? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un for i in range. Et là, je vais mettre len de CH. Ça, en gros, ça va faire une boucle qui va faire varier i de 0 à ma longueur -1. D'accord ? Le range, il va jusqu'à la valeur, mais non comprise. La valeur de fin est exclusive. Si, pour le moment, regardez, je fais juste un print de i, ce que je vais avoir, c'est tous les indices qui correspondent aux positions dans ma chaîne de caractères. Je retape AZERTY, on a bien 6 positions qui vont de 0 à 5. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je peux sortir le caractère à la position donnée. D'accord ? Et donc je parcours tous mes indices et je vais chercher le caractère à la position donnée via mon opérateur crochet. Bon, là, je fais exprès de mettre une majuscule dedans, mais comme j'ai tout converti en minuscule, au final, je scanne ma chaîne de caractères en minuscule. D'accord ? Là, pour récupérer mes caractères, j'ai utilisé l'opérateur crochet, CH crochet. Alors ça, c'est une façon de faire, c'est pas la meilleure, c'était pour vous montrer un autre cas d'utilisation du caractère crochet. Mais si vous vouliez juste afficher les caractères de la chaîne, vous auriez pu tout simplement faire ça. Voilà, je parcours tous les caractères de ma chaîne.
D'accord? Et je les print directement. J'ai pas besoin d'avoir d'indices, hein. Je peux scanner les éléments à l'intérieur d'une chaîne simplement avec ces syntaxes-là. Et donc, si je sauvegarde mon mon programme est enregistré, mais s'il est sauvegardé et que je le réexécute, bah, du coup, si je tape, allez, AZERTY, on va retaper AZERTY. Voilà. Bon, ben, j'ai bien tous mes caractères qui sont de nouveau affichés sur la console. Bon, mais en tout cas, cette syntaxe est sympathique parce qu'elle vous montre l'utilisation de l'opérateur crochet. Bon, très bien pour ces possibilités-là. Et il faut savoir que l'opérateur crochet, en vérité, il est surpuissant. Nous, on a vu un cas où l'opérateur crochet m'a permis de récupérer que un caractère. Mais regardez, je vais faire... Oui, allez, je ne vais pas mettre de variable, je vais directement travailler sur ma chaîne. Je vais avoir Hello World. Et là, je dis crochet 2,7. Allez, pourquoi pas. Alors, c'est pas virgule, autant pour moi, j'allais faire une grosse bêtise, c'est 2 points. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais taper ça tel quel? Mais en vérité, on va extraire une sous-chaîne. Là, ce que j'ai, c'est la position de départ. Alors, n'oubliez pas que ça, c'est la position 0. Donc, 1, 2. La position 2, elle commence au premier L. Et là, je donne la position de fin, mais il faut savoir que, comme le range là, comme l'histoire du range ici, le 7 ici, il est exclusif. Il n'est pas considéré. D'accord? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e position, c'est le haut. Mais comme dans mon extraction, je ne considère pas le haut, regardez, je fais entrer pour afficher ma zone. Bah oui, c'est déjà fait. Mais on a le W ici. J'ai essayé à ce niveau-là de relancer l'affichage, mais j'avais oublié que je l'avais déjà fait. Bon, du coup, on n'a pas considéré le haut. Pour autant, si je reprends ça et que je demande le caractère à la position 7, c'était bien le haut. Mais en cas d'extraction de sous-chaîne, la position de fin est exclusive. Alors pour m'en sortir, moi ce que je me suis mis en tête au début, parce qu'au début je me faisais un peu des nœuds au cerveau là sur cette histoire-là, j'ai mémorisé que en vérité, l'algorithme, il fait une soustraction si vous voulez. 7 moins 2, c'est le nombre de caractères à soustraire. Donc 5 caractères. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 caractères qui ont été extraits dans ma chaîne. Ok. Si jamais je ne mets rien sur la première partie qui est ici, je mets crochet 2.7. Mais dans ce cas-là, j'extrais à partir de la position de fin. Si je mets rien au début, à la fin, mais que je mets quelque chose au début, j'extrais à partir de 5, mais jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça, c'est à partir du début et jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça vous permet de pouvoir sélectionner toute ou une partie de la chaîne de caractères. Vous pouvez même faire ça, tout simplement. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt. Autant utiliser la chaîne à proprement parler, mais j'extrais du début jusqu'à la fin. Bon, c'est la chaîne elle-même, il n'y a pas de souci, on a bien la même chaîne. Et je vous disais il y a quelques secondes que cet opérateur crochet est surpuissant, je pèse mes mots. On a même la possibilité, pourquoi pas ici, de remettre encore un 2 points et encore quelque chose ici. Dans ce cas-là, c'est le pas. Regardez, je le remontre sans le crochet. On a cette chaîne qui est là. D'accord? Si je rajoute 2.2, je veux sortir les caractères, tous les 2 caractères. Donc on a sorti le L, puis le O. D'accord? Comme il y avait le blanc on l'a ignoré, et après on a sorti le W. Regardez, vous voulez mélanger cette chaîne de caractères Hello World. Ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est dire que CH, c'est égal à quoi? Ou CH2, allez. C'est égal à CH. Je pars du début. Je vais jusqu'à la fin. Je sors mes caractères, tous les 2 caractères. Et après, je concatène
mes caractères que je vais encore une fois extraire de CH1, mais cette fois-ci à partir de la deuxième position jusqu'à la fin, tous les deux caractères. Si je fais CH2, vous avez vu CH2, excusez-moi, tac. Regardez, j'ai mélangé ma chaîne, c'est-à-dire qu'après, je suis allé récupérer le E, le L, le blanc, le O, le L que j'avais sur la fin, et je les ai mis à la suite des caractères ici qui étaient récupérés à partir de la position 0, tous les deux caractères. Et donc, j'ai mélangé mes caractères dans la chaîne. J'ai la même taille, mais mes caractères sont un petit peu mélangés. Pourquoi pas? Bon, vous avez vu, là, j'ai utilisé plusieurs opérateurs de la classe str. L'opérateur crochet pour faire des sélections d'un sous-ensemble de caractères et le plus pour faire des concaténations de caractères. Bon, vous retrouverez pas mal d'informations sur tout ce que je viens de vous raconter ici. Vous retrouvez un petit peu des exemples identiques à ce que je viens de vous montrer. Une fois qu'on a vu ça, il ne nous reste plus qu'à parler de deux derniers points. Ils sont un peu liés si vous voulez, mais il y a néanmoins deux catégories de choses qu'il faut considérer. Mais quand on a des chaînes de caractères, après ces chaînes de caractères, on va essayer de faire des traitements dessus. On en a déjà fait depuis le début de ce tuto. Par exemple, si je reprends ma chaîne d'origine CH là, j'ai Hello World. Si je fais un len de CH, on avait vu, ça me permet de calculer la longueur de ma chaîne de caractères. Donc Hello World contient 11 caractères. Mais on a vu aussi un autre truc, c'est qu'on pouvait avoir des choses non pas à gauche de la chaîne, mais à droite. Ici, je m'amuse à transformer une chaîne de caractères en minuscules, d'accord? Et donc je ne veux plus considérer les majuscules qu'on avait à ce niveau-là. D'accord? Bon, pourquoi pas, j'ai utilisé lower. Bon, grosso modo, vous avez plein de fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser, mais ces fonctionnalités ne sont pas toutes de la même nature. D'accord? On a soit ce qu'on appelle des fonctions. La fonction len, elle travaille sur une chaîne de caractères. D'accord? La fonction, dans ce cas-là, c'est la première des choses que vous allez écrire. Ensuite, vous allez ouvrir des parenthèses et vous allez mettre la chaîne de caractères sur laquelle vous voulez appliquer la fonction len. Et donc, ça vous calculera bien 11. Donc, fonction, parenthèse et la chaîne sur laquelle vous souhaitez travailler. Ici, lower, c'est ce qu'on appelle une méthode. Ce n'est plus une fonction, c'est une méthode. Une méthode, c'est en gros une fonction, mais qui est déclarée dans le type str lui-même, si vous voulez. On va apprendre progressivement à mieux appréhender ces différences-là. D'accord? Surtout quand on commencera à parler de programmation orientée objet. Mais dans tous les cas, ici, ce que je vois, c'est que j'invoque ma méthode lower sur ma chaîne. La syntaxe est un petit peu différente. Je mets ma chaîne de caractères, suivi du caractère point, et derrière, j'ai le nom de la méthode que je cherche à invoquer. Cette méthode, comme elle s'applique déjà sur une chaîne, elle n'a pas forcément besoin de données supplémentaires. Donc ici, les parenthèses, c'est parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Il n'y a rien à l'intérieur des parenthèses. Pour autant, ça fonctionne. Donc on a deux groupes de fonctionnalités, les fonctions et les méthodes. Bon, je ne peux pas toutes citer les fonctions et les méthodes qui s'appliquent sur des chaînes de caractères, il y en a tellement qu'on pourrait y passer un temps certain, mais je voulais vous montrer néanmoins quelques exemples, d'accord? Et donc, effectivement, on sait, print, par exemple, c'est capable de travailler sur des chaînes de caractères. Ça, on le fait depuis le premier tuto que je vous ai passé. On a input aussi qui travaille sur des chaînes de caractères. Ça permet notamment de pouvoir fournir le prompt, le message qui va être affiché à gauche de la saisie. Très bien, on vient de voir le len, qui permet de calculer la taille de la chaîne de caractères. Voilà. Quand vous avez des fonctions comme ça, il se peut qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'un petit peu plus d'aide. N'hésitez pas à faire help de la fonction. Normalement, ça vous affiche l'aide en ligne. Cette aide en ligne, vous pouvez aussi la récupérer directement dans l'éditeur. Regardez, j'ai mis la souris sur len et vous voyez, il vous retourne l'information ici. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez faire un help de cette manière-là ou en survol avec la souris.
c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ça vous permettra d'obtenir de l'information sur les différentes fonctions que vous auriez droit d'utiliser et qui manipulent des chaînes de caractères. Ici, je vous ai montré quelques méthodes. Regardez, je retape ce qu'il y avait sur l'écran. Je peux faire un dir de str. str, c'est la classe, c'est le type chaîne de caractères. D'accord ? Si je fais str tout court, hein, on a bien affaire à notre type, à notre classe. En Python, classe et type, ce sont des synonymes. Maintenant, si je fais un dir de str, bah là, j'affiche notamment les méthodes de la classe str. Alors, des méthodes, il y en a un grand nombre. D'accord ? Bah, on avait par exemple, nous, utilisé la méthode lower. D'accord ? Si je veux obtenir l'aide de cette méthode lower, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais faire un help str, qui est le nom de ma classe, point, et le nom de la méthode sur laquelle je veux obtenir mon aide. Alors, j'ai mis des parenthèses, ça c'est l'assistant qui m'a fait une bêtise. Voilà. Et donc là, bah, vous avez l'aide en ligne sur la méthode lower proposée par la classe str. Et donc ça vous retourne une nouvelle chaîne de caractères, une copie, hein, mais qui est convertie en minuscules. Bon, bah, des méthodes comme ça, il y en a un certain nombre. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a comme méthode ? Bah, on a par exemple donc lower et upper qui permettent donc de transformer des chaînes de caractères en majuscules ou en minuscules. Dans le même ordre d'idée, on aurait capitalize. Elle est ici. Ça permet de mettre la première lettre en majuscule et les autres en minuscules. Regardez, je fais ch égale hello world. J'ai fait exprès de faire un peu tout et n'importe quoi en termes de minuscules ou de majuscules. Bah, si maintenant je fais ch.capitalize, bah, ça me renvoie une nouvelle chaîne de caractères dont la première lettre est en majuscule et toutes les autres sont en minuscule. C'est assez pratique. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre méthode qu'on peut utiliser ? On aurait par exemple index ou find. Ça permet de faire des recherches de sous-chaînes. D'accord ? Ça permet de chercher quelque chose à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Alors la question étant, ok, on a find, on a index, où sont les différences ? Bah, quand on ne sait pas, encore une fois, on refait help. Si vous faites un help sur str.find, bah, ça vous permet de rechercher quelque chose dans la chaîne. Et ce qu'on va vous renvoyer en vérité, c'est sa position. C'est la première occurrence de la chaîne que vous recherchez. Si maintenant je fais find.index et que je demande l'aide, str.index, autant pour moi, bah, du coup vous aurez l'aide, d'accord, et ça vous renvoie aussi l'index. Et là vous vous dites, mais alors mince, où est la différence ? Parce que ça ressemble quand même pas mal. Dans les deux cas, on vous renvoie l'index de la chaîne. Bah, le problème, c'est le cas du plantage. Ici, en cas de plantage, bah, il va vous renvoyer un index qui va être négatif pour être hors borne. Parce que effectivement, quand vous faites un find, la première occurrence, bah, ça peut être 0. D'accord ? Alors que ici, bah, si jamais il y a le moindre souci, bah, ça déclenche une exception. Ça vous produira une value error. Regardez, je reprends mon CH. Voilà, je reviens ici, j'enlève tout ça. Et donc mon CH, il vaut ça. Si je fais un ch.find de Toto, est-ce que Toto est présent dans Hello World ? Ben, il me dit non, en me renvoyant la valeur -1. Si j'avais fait un find sur HE, là il m'aurait renvoyé 0. 0 étant l'indice du premier caractère, donc la première occurrence peut être 0. Maintenant, si je reviens sur cet exemple-là, si au lieu de faire un find, je fais un index, bah là, effectivement, il me renvoie une erreur. D'accord ? Il me dit non, c'est pas possible, il n'y a rien à cette position-là. Donc si vous voulez tester avec un if, il vaudrait mieux utiliser find. Si vous voulez tester avec des instructions qu'on verra plus tard, il y a des instructions qu'on appelle try except, qui permettent de vérifier s'il y a un déclenchement d'erreur. Bah, dans ce cas-là, on préférerait utiliser index. Voilà.
Bon, il y a plein d'autres méthodes qui vous permettent de faire des choses. Par exemple, pour rechercher, vous pourriez aussi utiliser count. Regardez, je reprends CH et je fais un count de Toto. Là, ça vous en renvoie non pas une position, mais ça vous renvoie un nombre d'occurrences. Donc count vous dit il y a 0 fois Toto dans la chaîne. Par contre, si je recherche le O, là il y est une fois. Et si je recherche le O dans la chaîne, mais mise en minuscule, dans Hello World, il y a combien de O? Il y en a 2. Voilà, on aurait les rfind, les rindex, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on recherche par la droite. On ne veut pas la première occurrence, on veut la dernière occurrence. On peut savoir aussi si une chaîne ne contient que des digits ou que des lettres ou ce genre de choses-là, ou si elle est que en minuscule. Est-ce que Toto, il est is lower? Pourquoi il me renvoie? Oui, is lower, comme ça. Autant pour moi. False. D'accord. Par contre, si j'ai Toto tout en minuscule, oui, cette fois-ci, il me renvoie bien un trou. Je peux savoir si quelque chose ne contient que des digits. Non, là il y a un A. Dans 123A, j'ai le caractère A. Par contre, dans 123, là, je n'ai que des digits. Bon, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous passer toutes les méthodes qui existent, mais voici, en tout cas, quelques méthodes possibles qu'on a de disponibles sur la classe STR. Je vous invite en exercice à reprendre cette classe, à faire certaines manipulations, à retester un petit peu ce qu'on a vu, mais aussi à faire des helps sur ces méthodes-là, pour essayer de comprendre un petit peu l'intérêt de chacune des méthodes qui vous est proposée ici. Bon, moi personnellement, en tout cas, je vous en ai remis quelques-unes ici, avec les plus courantes, les plus pratiques, avec les significations qui vous sont proposées à ce niveau-là. Voilà, en cliquant sur ces méthodes, vous pouvez aussi obtenir des exemples un peu plus concrets que je me suis amusé à mettre en œuvre pour utiliser ces différentes méthodes. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ces méthodes. Bon, notez qu'il y en a quand même quelques-unes, donc à vous d'aller regarder un petit peu ce que chacune permet de faire. Et puis pour clore tout ça, maintenant il est temps de s'entraîner un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai proposé ici quelques travaux pratiques. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué, mais c'est histoire de s'entraîner à manipuler un petit peu ce qu'on a vu. Bien entendu, comme toujours, avant de regarder les corrections qui sont cachées pour le moment, essayez déjà de vous en sortir de par vous-même. Et puis si vous séchez sur un des énoncés, dans ce cas-là, vous pouvez aller consulter la documentation. Bon, voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à repartager la vidéo. On va se retrouver très rapidement sur d'autres vidéos qui vont continuer à parler des chaînes de caractères. Ce que je voudrais faire avec les 2 prochaines vidéos, c'est revenir sur les syntaxes qu'on a vues tout à l'heure. Pour rappel, on a vu qu'on avait l'opérateur % qui me permettait de faire des chaînes formatées, et on a aussi les F double guillemets ou les F simple cote. On reviendra sur ces 2 syntaxes-là, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de reprendre pas à pas un petit peu toutes les syntaxes possibles, et notamment par rapport aux aspects de formatage. On va essayer de mieux maîtriser ces formatages. Voilà. Je vous dis à très vite pour les prochains tutos, et puis merci de votre attention. Bye.